Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour votre journal d'information hebdomadaire. Au sommaire, cette semaine, les employés de Generali qui mandatent le syndicat UNIA, un projet touristique dans les communes du Pied du Jura. Et nous recevrons en fin de journal Jean-Paul Turian, conseiller au président de l'UEFA, qui quitte ses fonctions après 16 années de bons et loyaux services. Mais commençons tout de suite, si vous le voulez bien, par l'élection complémentaire à Rolle. Dimanche dernier, à l'issue du premier tour, personne n'a conquis la majorité. Denis Jacquet et Christian Hay se départageront donc lors d'un second tour qui se tiendra le 18 décembre. Réaction. Denis Jacquet, pour 7 voix, vous n'êtes pas élu au premier tour. Quel est votre sentiment ? Mon sentiment, c'est que peut-être il a manqué quelques arguments convaincants pour que quelques Rollois votent en plus. Et voilà, donc je suis un peu à la fois déçu, mais très content aussi, parce que finalement, il y a quand même 671 Rollois qui ont voté pour moi et je les en remercie. Au deuxième tour, avec le report des voix des Verts libéraux sur la liste du centre droit, ça va être très serré. Vous êtes très proche si on cumule les voix. Oui, bien sûr, c'est très proche. Donc on repart à zéro pratiquement dans les pronostics possibles. Et donc il va falloir se battre d'autant plus pour essayer de conserver cette majorité relative. Et Christian Hay, vous arrivez en deuxième place ce dimanche. Quel est votre sentiment ? Je pense que la droite, le centre-droite a bien joué, malheureusement pas avec suffisamment d'unité à ce premier tour. Heureusement pour le deuxième tour, nous serons ensemble, tous. J'espère qu'il y aura une bonne mobilisation des électeurs du centre-droite. Notre objectif, c'est effectivement de passer, c'est de challenger mon concurrent, maintenant, puisqu'il n'y en a plus qu'un, et de donner des arguments à nos électeurs pour qu'ils votent effectivement au deuxième tour. Justement, si on additionne les voix de droite, vous êtes très près de Denis Jacquet. Ça va être très serré ce deuxième tour. C'est vrai. J'en suis conscient. Au conseil communal, la droite est majoritaire, mais dans ce vote-ci, on est très équilibré, disons, entre gauche et droite. Donc il va falloir que je montre aussi que voter pour le centre-droite fait une différence par rapport à voter pour mon concurrent. On vous attend offensif ces 3 prochaines semaines. Je n'ai jamais été passif, je suis un offensif. Mais un homme aussi de rassemblement. Monsieur Tchoudine, les urnes ont parlé, vous terminez à la 3e place, vous ne serez donc pas là au second tour. Correct, exactement. On remercie beaucoup les Rollois, on a fait un meilleur résultat que prévu. Et on regrette, mais on ne peut pas se présenter au deuxième tour. On respecte nos engagements et on s'allie avec le centre-droite. Justement, c'est ce qui avait été convenu au début. Maintenant, si on additionne les voix, on voit que la droite avec les Verts libéraux sont très près de Denis Jacquet, le socialiste. Très près, on est à 13 voix près, donc ça va être une course très serrée et ils auront besoin de tout notre soutien pour arriver à prendre la municipalité. Les employés de Generali ont officiellement mandaté le syndicat UNIA pour les défendre. Pour rappel, l'assureur basé à Nyon projette la suppression de 100 postes de travail. Florian Cavalieri a rencontré vendredi dernier le syndicaliste Yves de Ferrare. À ma grande surprise, près de 200 personnes sont arrivées aujourd'hui dans cette salle du conseil communal de Nyon. Je ne m'attendais pas à autant de personnes mobilisées pour cette affaire de Generali. Et puis, les personnes présentes à cette assemblée ont souhaité mandater le syndicat UNIA à l'unanimité, ce qui est aussi un excellent point pour la suite des discussions. Également de mettre en place une commission du personnel, une délégation avec UNIA pour pouvoir traiter de cette affaire de licenciement. On parle d'une centaine de licenciements. Là, il y avait 200 personnes qui se sont réunies. La mobilisation au sein de Generali dépasse le cadre simple des licenciés. Oui, absolument. Je crois que tout le monde a compris que dans cette affaire, il faut aller regarder un tout petit peu plus loin que les 100 personnes concernées, la pérennité du site, etc. Et donc, l'évaluation qu'on va faire va être faite non seulement avec les personnes qui, eux, sont concernées par les délocalisations, mais aussi par ceux qui restent. Je crois qu'il faut sortir de cela en rassurant les collaborateurs, en ayant véritablement compris ce que veut faire la direction, et puis en faisant des propositions pour, si possible, garder les emplois dans notre canton. Nous sommes donc vendredi, une commission du personnel a été nommée. UNIA va représenter ce personnel aussi. Quid de la direction, quid du prochain échéancier ?
Bon, écoutez, je vais dès aujourd'hui essayer de contacter la direction pour les informer de ce qu'on souhaite faire de manière constructive. On va essayer de leur expliquer qu'il faut absolument se mettre autour d'une table maintenant et de véritablement entamer ces procédures de consultation de manière efficace. Et puis, on verra leur réponse. Moi, je souhaite que la direction nous entende que nous sommes là pour véritablement faire un processus de consultation de manière tout à fait constructive et on espère qu'ils vont y accéder. Si ce n'est pas le cas, évidemment, on rediscutera avec les salariés de la suite. Pour l'instant, en termes de travail au siège de Generali, les employés vont adopter quelle position ? Je crois que les salariés, ils vont continuer à faire leur travail au quotidien. Les personnes qui seront dans les groupes de travail devraient être libérées de leurs obligations de travail durant cette période de consultation. Je crois que les salariés sont dans un état d'esprit où ils croient en la Generali, mais ils croient en la Generali sur le site de Nyon. Et c'est peut-être cela qu'on va essayer de faire entendre à la direction générale à Zurich. Et on verra s'ils arriveront avec des arguments, une fois qu'on aura fait les groupes de travail, à les convaincre. Un village, une famille, c'est le programme de l'établissement vaudois d'accueil des migrants qui incite la population à héberger chez soi des requérants. Andrea Braslopo a rencontré la famille Kearney à Cran-Presselligny. Bonsoir. Ça se passe hyper bien, vraiment hyper bien. Au début, il fallait un peu qu'on trouve tous nos marques, mais c'est bien. Enfin, mes copines me disent ouais, t'es prête pour l'adolescence de tes enfants là. C'est bon. Je me fais du souci s'ils sortent. Je suis là, mais vous rentrez à quelle heure? Bon, ok, j'essaie d'être un peu cool. Mais non, il y a une super bonne dynamique dans la famille avec les enfants. Ouais, c'est vraiment chouette. Ça va? Ouais, ça va, toi? Ça va, merci. Au tout début, quand j'ai invité la première fois qu'il y en a 5 qui sont venus manger, dont Meraoui qui était là ce soir, c'était il y a une année, j'ai pris une copine avec moi parce que mon mari n'était pas là, puis je me suis dit, ouais, enfin bon, c'est pas. Deuxième fois, j'ai pris une copine, et puis la troisième fois, j'étais toute seule, et puis je pense qu'il suffit de les rencontrer en fait. Puis chemin faisant, je les ai pris chez moi. Justement, quand on a vu déjà qu'on pouvait les inviter de temps en temps à venir dormir, on a fait ça. Et puis ça nous fatiguait pas mal avec mon mari. Parce que quand on invite quelqu'un à dormir, bon, c'est pour qu'il dorme, évidemment, mais il faut aussi un peu être là le soir, discuter. Puis on faisait ça presque toutes les semaines parce que je voulais un peu tous les sauver, puis tous qu'ils puissent dormir un peu correctement quelques nuits. Puis après, avec les VAM, j'ai vu qu'il y avait un programme héberger un migrant chez soi qui était assez simple, en fait, quoi. C'est juste un contrat à signer et puis 2-3 petits papiers, enfin vraiment rien de très compliqué. Puis comme on s'entendait bien avec Jutiard, les enfants s'entendaient bien avec lui... Puis à mon avis, c'était celui avec qui ça pourrait bien coller ici. On lui a demandé s'il voulait venir ici. Et puis, je pense 2 semaines, ça s'est fait. Et puis là, dernièrement, il y a Sarias qui est venu nous rejoindre aussi. Puis j'en prendrai encore 10 autres, mais on va arrêter à 2. Je pense que ça va. Notre vie de famille a beaucoup changé depuis l'année passée, mais c'est chouette. On court plus, c'est sûr. Moi, je suis quand même un peu moins disponible. Mais on a une autre vie, et puis je trouve que c'est enrichissant pour les enfants, parce qu'ils connaissent tous les garçons de l'abri. Ils ont du coup plein de grands frères pour jouer avec eux. Et puis c'est vraiment... je crois que les garçons à l'abri sont assez contents quand ils peuvent jouer avec mes enfants aussi. Ça leur fait du bien de retrouver un peu l'innocence. Il n'y a pas tout le protocole qu'on peut avoir quand on rencontre des gens ici ou même à l'étranger, mais puis c'est quoi ton boulot, et puis t'habites où, et puis il n'y a pas tout ça, c'est pas important en fait. C'est vraiment les âmes qui se parlent, quoi. Puis c'est vrai qu'avec les 2 qui habitent ici, c'est vraiment des petits frères, quoi. Je me vois plus du tout maintenant être sans eux, mais puis la plupart des garçons de l'abri, je me verrais pas plus les avoir dans notre vie. Ça se passe bien avec eux. Mais j'aime bien avec... Mais ils m'ont aidé pour parler français, ils m'ont aidé pour dire tout. Hein. Mais pour ça, j'aime bien. Elle est gentille, elle est très bien avec les réfugiés. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toujours avant que j'ai dormi, je dors, je lui envoie, je t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ouais.
Asile toujours, mais du côté de Nyon, cette fois-ci avec l'association Le Lieu-dit qui se donne pour mission de coordonner toute une série d'actions visant à mieux intégrer les requérants d'asile. Alexandre Demetriades, bonsoir. Vous êtes présent sur ce plateau parce que vous êtes le président de cette jeune association. Alors, avant de parler de votre association, comment est-ce que vous réagissez à ce que vous venez de voir ? Oui, bonsoir. Alors effectivement, comme on l'a vu dans le sujet qui vient d'être montré, il y a un programme donné par l'EVAM qui s'appelle « Héberger un migrant ». En fait, ce programme, comme ça a été dit, il est très simple à mettre en place. L'EVAM est prête à aider des familles qui seraient d'accord d'accueillir un migrant. Et il s'agit, pour notre association, de promouvoir ce genre de programme et puis d'orienter les gens vers l'EVAM. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'au-delà d'un programme qui peut prendre un peu de temps à mettre en place, il y a aussi la possibilité d'accueillir un requérant comme colocataire chez soi. Et puis ça se passe très bien, c'est très facile à faire. Donc voilà, nous, notre but, c'est de mettre ces actions en avant et puis Juste quand vous dites colocataire, ça veut dire qu'ils ont un budget pour se loger quand même? Oui, tout à fait. L'EVAM donne jusqu'à 610 francs par requérant pour se loger chez quelqu'un au lieu de dormir dans un abri de protection civile. Très bien, alors j'espère que le message est passé pour la population. Votre association, elle donne aussi des cours de français. Oui, alors tout à fait. Des cours de français qui existaient déjà avant, mais on en donne un peu plus. On coordonne des gens qui donnent des cours de français. C'est des cours de français qui viennent en supplément de ce que l'EVAM donne déjà, parce qu'il y a des cours de français qui sont donnés. Et en plus de ces cours de français, il y a des conversations qui sont organisées simplement pour aider à la pratique du français et des tandems. Il y a un tandem qui a été mis en place où une personne apprend l'arabe et aide à apprendre le français à un requérant. Et ça, c'est tous les jours quand vous dites des tandems de conversation? Par exemple, un requérant peut vous appeler puis vous conversez avec lui un quart d'heure? Alors, ce n'est pas forcément tous les jours que c'est organisé, mais oui, il y a des personnes qui sont disponibles potentiellement plusieurs jours de la semaine pour entretenir ces conversations. Un autre de vos dessins est de pouvoir intégrer ces migrants dans le secteur professionnel. Oui, alors tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les permis N, alors pour eux, c'est relativement difficile de travailler. C'est des gens qui ont ce permis pendant une très longue période. Mais pour nous, étant donné que la majorité d'entre eux auront un autre permis qui leur permettra de travailler, il s'agit de les y préparer. Et comment on les y prépare? On est en train de mettre en place avec Projet un bilan de compétences pour ces requérants et on essaie de leur trouver des places de stage. On a déjà eu quelques réussites, mais l'idée, c'est vraiment qu'ils sont à une phase de leur vie fondamentale entre 18 et 25 ans et c'est là qu'il faut agir pour les aider à trouver un travail. Est-ce que vous appelez les entrepreneurs, les patrons de PME de la région à ouvrir leurs portes à des requérants? Alors, dans notre comité, on a déjà un entrepreneur, mais retraité maintenant, qui justement a ce rôle-là. Et l'idée, c'est d'étendre ce réseau. Et on a déjà des gens qui sont prêts potentiellement à prendre des gens sur des courtes durées. Alexandre Demetriades, vous proposez via votre association donc, diverses actions et services pour ces requérants. Ça arrive dans un climat relativement tendu à Nyon. Alors, pour rappel, un projet de mise à disposition d'un terrain communal pour l'EVAM pour la construction d'un foyer durable, mais des oppositions notamment de citoyens. Une pétition de 997 signatures a été remise aux autorités. Comment décrivez-vous ce climat actuellement ? Bon, tout simplement, en tant que président de l'association, je ne suis pas là pour me prononcer sur ce centre, ce nouvel établissement qui doit se construire ou pas. La seule chose que je peux dire, c'est d'une part que sur ces pétitionnaires, il y a à peu près 800 Nyonnais. 800 Nyonnais, ça fait même pas 5% de la population nyonnaise. Et selon moi, il est très important de rappeler que d'accord, il y a une pétition, d'accord, il y a des gens qui ont peut-être peur. Notre but d'ailleurs, c'est de casser les préjugés, puis de montrer que les individus qui sont des requérants sont des gens comme tout le monde. Mais surtout, c'est de dire que s'il y a 800 pétitionnaires, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui n'a pas signé cette pétition, qui sont solidaires, qui sont prêts, qui voient l'obligation morale d'accueillir des gens dans des conditions dignes et pas forcément dans des abris de protection civile. Et typiquement, un centre comme ça permettrait, selon nous, d'avoir des bonnes infrastructures pour accueillir les gens dignement. Alors, tout ça sera évidemment à suivre après la décision du Conseil communal d'accepter ce préavis de mise à disposition du terrain. Ce ne sera pas pour le mois de décembre, ce sera pour 2017. Oui, c'est ce que j'ai entendu. D'accord, donc une affaire qu'on n'est pas pressé de résoudre du côté du Conseil communal. Oui, chez certains, semble-t-il, oui. Très bien. Alexandre Demetriades, merci d'être venu nous raconter vos actions dans cette association du Lieu-dit.
vie. La question des migrants est évidemment une question que nous suivons régulièrement sur NRTV. La démocratie ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Voilà ce que dit le proverbe. Les habitants de Mie l'ont évidemment bien compris puisqu'ils lancent un référendum contre l'installation de nouveaux candélabres dans la commune. Explication. Georgette Marchand, bonjour. Bonjour monsieur. C'est vous qui êtes à l'origine de ce référendum AMI, référendum dit des candélabres. Voter sur des candélabres, est-ce que c'est bien sérieux ? Alors écoutez, oui, moi je pense que tout sujet mérite qu'on se penche dessus. Je dois dire que j'étais dans le public le soir du conseil communal, ce fameux 12 octobre, et j'étais un petit peu choquée de voir la façon dont ce vote à l'unanimité s'est passé. Alors à la décharge, du conseil, il faut dire que l'ambiance était complètement plombée. Le syndic, qui n'avait quasiment plus de voix, ce qui est très rare d'ailleurs, ne pouvait pas expliquer au conseil qu'il avait perdu non seulement un ami, mais son conseiller, son municipal des finances. Alors tout le monde était vraiment sous le choc, il y avait une ambiance absolument plombée. Et je pense que même il y a peut-être des gens qui ont pensé que le conseil devait peut-être pas se tenir. Mais enfin bref, donc l'idée c'était peut-être d'en finir le plus vite possible. Donc ce vote, finalement, on a voté sur le remplacement de 98 candélabres pour une somme de 250 000 francs. Vous, honnêtement, ce qui vous dérange, c'est l'aspect esthétique ou la somme décidée par le conseil pour remplacer ces réverbères ? Alors les deux. 250 000 francs, ça me paraît complètement exagéré si on compare avec la commune de Chichan qui vient de mettre en conformité ses réverbères qui étaient aussi à vapeur de mercure. Donc ils ont fait le double de remplacement de réverbères pour la moitié du prix. 159 ou 153, je me souviens plus exactement, pour 123 000 francs. Donc là, il me semble déjà qu'il y a un petit problème. Je crois que les commissions n'ont pas travaillé suffisamment à fond la question. Je dois dire que j'étais étonnée de voir que la commission des finances avait donné un rapport extrêmement léger de quelques lignes sans s'être renseignée ailleurs dans d'autres communes sur un seul devis, un seul modèle. Je n'imagine pas qu'on puisse travailler de cette façon. Je pense qu'il y a dû y avoir un petit problème. Du coup, vous avez pris votre plume, vous êtes lancé dans un référendum. Le résultat est là, plus de 200 personnes ont accepté de signer ce référendum. Alors 224 même, plus 2 qui m'arrivent maintenant dans ma boîte aux lettres, qui ne serviront à rien, mais qui auraient été valables. Oui, je dois dire que ce n'était pas mon premier but. Mon premier but à l'issue de ce conseil, c'était d'essayer de faire une pétition, de rassembler le plus de gens possible derrière moi pour essayer de discuter avec la municipalité. Parce que mon idée, c'était quand même pas d'attaquer une mouche avec un tank, comme on dit. Et j'aurais mieux aimé que ça puisse se passer de façon plus soft. Mais j'ai eu des contacts avec le nouveau municipal qui s'occupe des infrastructures, avec le municipal des travaux. Et je me suis rendu compte que ça ne servirait pas à grand-chose une pétition et que, ma foi, il fallait aller au référendum. Donc voilà, je suis allée à la préfecture par 2 fois parce que c'était assez compliqué. Ils ne trouvaient pas les papiers pour un référendum communal. Le référendum communal, c'est quand même quelque chose de rare. Bon, notre commune voisine de Tannay en avait fait un pour le port, mais chez nous, c'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois, mais quel est le sentiment de la population ? Finalement, que demandent les gens qui ont apporté leur paraphe à votre référendum ? Alors, je leur ai montré tout de suite la photo des réverbères qui étaient prévus. Alors là, c'était un seul cri, quelle horreur. Et ensuite, je leur disais, 250 000 francs. Ah, c'est encore pire. Donc, et puis, c'est le manque de respect pour nos quartiers quand même, qui sont des anciens quartiers, et qui pourraient très bien avoir des réverbères avec des LED du même modèle. D'ailleurs, ils s'appellent Valentino, chez la même entreprise. Donc, on ne comprend pas très bien pourquoi on nous impose cette oukase de ces réverbères Cala LED. Alors, bien sûr, je ne suis pas contre les LED, c'est évident. Toute économie d'énergie possible est bonne à prendre, évidemment. Mais pas n'importe comment.
Alors, ce vote final sur ce référendum aura lieu le 12 février prochain. C'est aussi là qu'il y aura l'élection complémentaire à la municipalité. Vous êtes une ancienne municipale. Est-ce qu'on pourrait vous voir aussi en lice pour cette élection ? Non, non, c'est gentil d'y penser, mais je crois que j'ai donné. J'ai fait 8 ans. À l'époque, c'était des législatures de 4 ans. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce travail. J'étais municipale des écoles. C'était vraiment un travail intéressant qui m'a permis d'avoir beaucoup de contacts, de relations, de réseaux, ce qui m'a permis peut-être d'avoir des signatures assez facilement, sans être obligée d'aller à la déchetterie. Donc, ce qui est un point favorable. Mais non, je pense que maintenant, je suis une grand-mère, très heureuse, avec une deuxième petite fille qui vient d'arriver, donc voilà. Vous allez vous concentrer sur le référendum dit des candélabres amis, avec une votation le 12 février. Georgette Marchand, merci beaucoup de vous être exprimée. Merci à vous, c'est vraiment gentil. Pierre-Alain Schmitt, bonsoir. Vous êtes syndic de Mie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une première question, ce référendum sur les candélabres, que dit-il de la démocratie suisse ? Il dit encore qu'il est, je pense, vivant et qu'il est encore possible dans une commune de discuter de sujets de cette nature. Et je pense que c'est d'ailleurs ce type de sujet qui intéresse souvent nos populations. Plus que la LAT et que la péréquation, j'imagine. Probablement parce que, non pas parce qu'il a des effets beaucoup plus importants, mais parce qu'il est peut-être un peu plus facile à comprendre pour tout un chacun. Très vrai. Il y a quelque chose quand même qu'on peine à comprendre, c'est que ce préavis sur la rénovation, le changement des candélabres, il a été voté par le conseil communal à l'unanimité. Oui, c'est vrai. Je crois que dans le petit reportage que vous avez montré tout à l'heure, on disait que Madame Marchand disait que, en fait, ça avait été le cas parce qu'on avait été affecté, ce qui est tout à fait exact, la veille par le décès du municipal, municipaux. Exactement. Et c'est vrai que l'ambiance était plombée. Par contre, je crois que ce n'est pas toute l'explication. Je rappelle qu'un préavis, il est présenté à des commissions, et puis que les deux commissions, respectivement les 3 commissions qui avaient dû à se prononcer là-dessus avaient préavisé favorablement. Maintenant, pour moi, c'était peut-être l'occasion de dire que notre municipalité, quand elle a appuyé le préavis qui était présenté par le municipal en charge de ce dicaster, avait en tête finalement 3 préoccupations. D'abord, l'obligation de l'élimination du mercure. Moi, j'aimerais dire que ces candélabres ne portaient pas sur l'ensemble de notre commune, mais sur certains quartiers seulement. Oui. Alors on parle de 98 sur 300. On parle de 98 sur 300 et 90%, pardon, 90%, parce qu'on est dans terre vaudoise, des lampes à vapeur de mercure étaient polluantes et donc elles devaient être changées. Donc ça, c'était une obligation. Ensuite, notre réflexion a été de dire, et elle est toujours là du reste, que si on changeait la chose, on voulait faire quelque chose qui arrivait à une économie d'énergie, ainsi qu'à une réduction d'une pollution, notamment lumineuse. Donc vous avez opté pour des solutions modernes. Alors, en fait, la réflexion était de dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme système technique. Alors là, évidemment, ce n'est pas toute la municipalité qui s'est penchée sur cette problématique, mais M. Claude Hilfiker, qui est notre municipal, qui venait de remplacer M. Wilberger, qui s'était aussi occupé de ce dossier pendant quelques années avant de partir, était arrivé à la conclusion, finalement, qu'il fallait mettre en place des LED avec une certaine caractéristique technique. Alors, je ne sais pas si vous voulez, j'ai quelques explications techniques. On ne pourra pas, on n'a pas assez de temps. Mais il y avait des caractéristiques techniques qui faisaient que, finalement, on nous expliquait que pour éviter justement cette pollution lumineuse et respectivement cette économie d'énergie, eh bien... Écoutez, moi je vous propose que vous veniez dans quelques semaines en débattre avec Georgette Marchand en face, on aurait 20 minutes et puis on pourrait tout expliquer, ce serait... Alors écoutez, s'il faudra le faire, peut-être il faudra aussi inviter mon municipal qui s'est occupé de ça. Écoutez, on regardera ça mais tout à l'heure. Ça sera avec plaisir. Reste que le 12 février, à Mie, on va voter pour ou contre ces nouveaux candélabres. Oui. Vous vous attendez à une forte mobilisation Moi, disons, ce que j'aurais souhaité, simplement, c'est de dire j'ai aucun problème qu'on change l'esthétique des candélabres. Ce n'est pas tout à fait juste de dire qu'il n'y a qu'un seul modèle qui a été présenté. Il y en a 2 ou 3 qui avaient été présentés aux commissions, mais c'est vrai qu'on a présenté un modèle pour des raisons techniques qui nous étaient expliquées à l'époque, par rapport au flux et autres. On nous disait que plutôt que de prendre une fausse lanterne,
On préférait avoir quelque chose de moderne qui correspondait d'ailleurs à ce qui avait été placé à Chavannes-des-Bois dans une couleur différente. Maintenant, vous savez, en la matière, il y aura autant de décisions qu'il y aura de goûts. Donc, effectivement, la subjectivité de chacun, les goûts et les couleurs. Ce qui est toujours étonnant dans ces dossiers, c'est qu'effectivement, la population élit un conseil. Ce conseil prend des décisions, à l'unanimité en l'occurrence, et puis derrière, ce conseil est désavoué par une initiative de citoyens, qu'il faut respecter. Mais ce n'est pas grave du tout. Non, pour moi, ce qui me paraîtrait dommage ou dommageable, c'est qu'on ne puisse pas, d'abord, supprimer la pollution auquel on est tenu. Deuxièmement, mettre en place une solution qui soit respectueuse de l'environnement et qui soit économique. Après cela, si on préfère telle forme de lampadaire plutôt qu'un autre, finalement, on trouvera bien un consensus. Pierre-Alain Schmitt, vous êtes sur ce plateau. Une dernière question. La pétition contre la fermeture de la Poste, beaucoup de signatures. On vous a déjà posé la question par le passé. Que peut faire une autorité communale ? Peut-être expliquer déjà ce que j'ai fait. Donc, quand on a reçu la mauvaise nouvelle de la fermeture de la Poste à Mi, c'était au mois de mai, on s'est un petit peu évidemment interrogé sur la question de savoir si c'était possible, pas possible, est-ce qu'on avait des chances de recours ou pas recours. Et on est rentré dans une discussion qui était assez longue à l'époque avec la Poste. On n'avait pas été complètement convaincus de leur argumentation par rapport aux chiffres qu'ils nous présentaient sur la Poste de Mi, mais on avait le souci aussi également de rentrer dans cette réflexion et on a cru comprendre que finalement, on a analysé aussi juridiquement les chances de recours. Alors, je pense parce que votre temps vous est compté. On a très peu de temps, il faut vraiment résumer le mieux possible. Alors écoutez, c'est pas toujours facile pour le bavard que je suis, mais disons, on est arrivé à la conclusion, et nous ne sommes pas arrivés seuls, après avoir discuté avec nos commissions et également avec le Conseil, que la moins mauvaise solution passait par la préservation d'une agence postale. Et pour vous dire ça... Elle serait dans le village de Mi ou de Tannay, c'est ça la question? Non, je pense qu'elle sera en tout cas dans le village de Mi, et nous avons pris une position, je pense, qui... me semble-t-il, que je peux résumer par une... Alors, on n'a pas le temps, je suis désolé, Pierre-Alain Schmitt. Ah bon, Mais revenez, les portes de notre chaîne vous sont ouvertes. Évidemment, amis, c'est formidable, vous avez plein d'actualités. Écoutez, revenez nous voir le plus vite possible pour évoquer l'avenir de ce guichet postal. Je voulais simplement, si vous me permettez de dire, que je comprends l'émoi qui a été le nôtre, que la solution que nous avons, et que nous avons simplement reçu quelques assurances quant au fait que une agence postale perdurerait, que les principaux services continueraient. Les services à la population. Et les services à la population. Et ça va peut-être vous intéresser, que les places de travail seront maintenues. C'est au cas ce que la Poste nous disait au moment où on discutait. Très bien. Pierre-Alain Schmitt, merci. Désolé de vous brusquer. On vous retrouve très bientôt sur notre antenne. Le Nyon Saint-Cergue a fêté ses 100 ans il y a quelques mois et il ne cesse de transporter toujours davantage de pendulaires. Mais pour ce faire, évidemment, il faut entretenir les infrastructures, dont le viaduc de la colline à Givrin. Florian Cavalleri était sur place. Aujourd'hui, on est là pour fêter l'inauguration du viaduc, de l'élargissement. Et c'est vrai que ce viaduc est magnifique. Et aujourd'hui, avec les rajouts qui étaient dessus, il est encore plus beau qu'avant. Il est très important ce viaduc parce qu'il a trait au train rouge. Et le train rouge, c'est le trait d'union entre les 5 communes du Pied du Jura du district de Nyon. Tout à fait. Nous avons une très bonne collaboration. Les 5 villages, je dirais, Nyon et Bassin, qui sont aussi sur la ligne, ne font pas partie, mais on fait partie de Saint-Cergue, Garzier, Genolier, Givrin et Trélay, qui s'appellent les SAGGT et qu'on prononce les sages. On se rencontre, les 5 syndics environ, tous les 2 mois pour discuter de nos problèmes et de faire des séances comme ça, avec la gendarmerie aussi, c'est très important. Et le Nyon-Saint-Cergue, c'est vrai que c'est une ligne qui nous apporte beaucoup, c'est une fierté pour le village d'avoir des transports publics ici, c'est un plus. En plus, Givrin a la chance d'être en dehors des routes traversées cantonales. On a très peu de circulation à Givrin. Alors, ce viaduc, finalement, on pourrait se dire que c'est une infrastructure d'Union Saint-Cergue. Pourquoi la commune est autant attachée à la réfection de ce viaduc, à son entretien et à son maintien? Elle fait partie du paysage de Givrin et c'est vrai que c'est le plus bel élément de la ligne d'Union Saint-Cergue. Et
à Givrin, on est très chauvin et on est très fiers de cette œuvre. On se l'approprie un petit peu avec la commune de Trélay. Il y en a un petit peu plus du côté de Givrin que Trélay, mais voilà. Et c'est le viaduc de la colline, un chef-d'œuvre. Le viaduc de la colline, il est très important, il fait partie du patrimoine de la ligne, comme vous avez pu le voir. Donc c'est un magnifique ouvrage qui date de 1916, donc date de la création de la ligne, et qui illustre parfaitement l'esprit de la compagnie. C'est un viaduc qui a été élargi, qui a été nettoyé et qui a été adapté aux nouvelles normes. Oui, en réalité, l'ancien viaduc présentait 2 défauts, donc qui n'étaient plus acceptables aujourd'hui. Le premier défaut, c'est qu'en cas de déraillement du train, il n'y avait aucun garde-fou qui permettait donc de récupérer la motrice ou les machines qui risquaient de tomber dans le vide. Et le deuxième défaut, c'est que si la motrice ou la rame s'arrêtait, donc il n'y avait pas un chemin de fuite suffisant pour les usagers qui devaient quitter le convoi. Donc le viaduc a reçu des nouveaux coffrages au niveau des tabliers, donc pour élargir finalement, on peut dire, le gabarit lui-même de la section ferrée, et également des rehaussements qui permettent finalement de garder la machine sur le pont si elle venait à dérailler. Alors maintenant on va parler finances évidemment, combien ça a coûté et comment c'est réparti? Alors au niveau du financement, ce projet-là doit encore fonctionner, mais je ne suis pas vraiment sûr si c'est entièrement à charge de la Confédération ou Confédération Canton. Ça dépend finalement à quel moment cette transition s'est faite, puisque les financements ont été octroyés il y a déjà quelques années. Mais le prix global du projet avoisine les 5 millions de francs. Et puis bien sûr, vous êtes toujours dans l'attente de votre dépôt. Et puis nous sommes dans l'attente de notre dépôt, mais il y a également plein d'autres projets qui sont en préparation et qui vont être réalisés. Le rehaussement des quais, la sécurisation des gares, le nouveau matériel pour remplacer l'ancien matériel roulant, donc 6 rames supplémentaires, et la requalification de la gare de Saint-Cergue. Ceci se fera dans les années 2020 probablement. Comment mettre davantage en valeur les communes du pied du Jura que sont Marchissy, Le Vau, Longiraud ou encore Saint-Georges? Quentin Vaucher et ses acolytes ont publié un projet dans le cadre de leurs études de tourisme. Quentin Vaucher, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Alors, dans le cadre de vos études, pendant une semaine, vous avez travaillé sur ces communes du pied du Jura. Comment les rendre plus attractives touristiquement? Pourquoi les communes du pied du Jura? Alors, ce n'est pas nous qui avons choisi, c'est l'initiative des 5 communes elles-mêmes qui ont mandaté l'école pour ce projet. D'accord. Alors, les communes ont demandé à cette école de leur soumettre une proposition de projet. Voilà, exactement. Elles ont contacté notre directrice. Oui. Vous avez donc découvert ces communes, vous y avez passé du temps? Oui, alors on a reçu le mandat il y a 2 mois environ, début octobre. Et dans un premier temps, nous avons dû faire un inventaire. Donc on est allé visiter assez vite ces communes. Et là, on a terminé la semaine passée par une semaine complète sur place. Exactement. Et ce qui ressort de votre étude, évidemment, ce n'est pas tout à fait surprenant, c'est que le point central de toute l'attractivité touristique, c'est évidemment le zoo de la Garenne. Exactement. Donc c'est la Garenne qui, en fait, a même, on peut dire, initié le mouvement de la part des communes qui ont constaté que de plus en plus de touristes étaient arrivés depuis le réaménagement. Depuis la réouverture. Le zoo de la Garenne, évidemment, c'est le point central. Et vous avez émis aussi quelques idées, comme un mondial, non pas de fondu comme ça existe depuis quelques années, mais un mondial de cénovis. Alors là, il faut que vous nous expliquiez ce qu'on va faire avec du cénovis pendant une soirée. Alors le concept de ce mondial de cénovis, c'était d'avoir une idée originale, quelque chose qui ne se faisait pas encore. Alors elle l'est effectivement. Oui. Et de donner le défi autant à des cuisiniers amateurs que professionnels de revisiter le cénovis en fait. Parce que fondamentalement, je ne suis pas un grand spécialiste de la cuisine, mais le cénovis, ce n'est pas un plat qu'on peut préparer de 52 façons. Non, voilà, le cénovis, c'est une base de levure et différents ingrédients. Mais c'est vrai que c'est toujours un débat en Suisse entre les gens qui l'adorent et les gens qui le détestent, et c'était ça l'idée de base. Vous imaginez également un labyrinthe dans des champs de maïs dans les communes du pied du Jura? Oui, donc ça, ce serait un labyrinthe. Donc, à la base de toutes nos offres, on a toujours une idée aussi de sensibilisation à l'environnement. Oui. Donc typiquement dans le labyrinthe, il y aurait différents panneaux explicatifs avec des informations sur l'environnement, sur la nature, pour les enfants qui se perdraient dans les impasses. Et ça, c'est évidemment pour la belle saison. Et quand l'hiver revient, évidemment, il faut axer à nouveau sur le ski de fond.
Voilà, donc nous, plus que sur le ski de fond, on a plutôt axé sur les raquettes à neige, en développant aussi un sentier qui existe déjà, mais qu'on rendrait didactique avec justement toujours des panneaux sur les impacts des sportifs sur l'environnement, des choses comme ça. Très bien. Alors vous avez produit une étude, vous l'avez fournie donc aux communes, les syndics et syndics masculins l'ont lu. Quel est leur retour? Alors, on a eu des retours très positifs, donc ça fait plaisir de voir que notre travail a été reçu aussi bien que ça. Et c'est vrai qu'on espère qu'ils donneront suite à... Et la suite, qu'est-ce que ça pourrait être que vous, étudiants, vous soyez mandatés pour mettre en place ces offres-là? Alors, ça pourrait être une éventualité, oui. Ce sera de toute façon à eux de choisir ce qu'ils vont vouloir garder ou non. Mais oui, on pourrait, par exemple, travailler sur un événement ou par la suite, une fois qu'on aurait terminé nos études, c'est aussi des débouchés qui sont possibles. Très bien. Bah, écoutez, on suivra. On espère que les communes nous inviteront prochainement à inaugurer le mondial du Cénovis à Marchissy, Le Vau, Longiro, Saint-Georges ou Burtigny. On verra. Merci beaucoup, Quentin Vaucher, d'être venu nous expliquer votre étude. Nous vous l'évoquions il y a 2 semaines, la société suisse Teledol va mettre en location ses pistes de ski à la société française Sogestar. Le contrat est signé ce jeudi et Florian Cavalleri y a assisté. Aujourd'hui, c'est une signature très importante, la réunification du massif de la Dôle, du domaine skiable français et suisse. Stéphane Natellini, comment vous vivez cet instant? Écoutez, il y a forcément beaucoup d'émotions quand on a travaillé près de 20 ans sur l'avenir de ce domaine. De signer un document comme aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Finalement, ce qu'on veut, ce qu'on voulait, c'est vraiment considérer ou qu'on considère ce domaine, nos pistes de ski, la Dôle, comme d'utilité publique pour notre région. On sait qu'il y aura moins de ski, on sait qu'on va perdre des jours d'ouverture, mais on va continuer à skier dans cette région. 70, 80 jours, on ne sait pas, mais on va continuer à skier. La Sogestar sera locataire du côté suisse. Qu'est-ce que ça va rapporter à la collectivité suisse, cette signature? Ça va d'abord rapporter d'être sûr qu'on va continuer à skier, je pense. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'argent à sortir, mais aujourd'hui on n'aura plus des grosses casses comme on a eu ces années où il fallait renflouer 300, 400, 500 000 francs. Non, on va être sur quelque chose qui est beaucoup plus linéaire. On a, en matière de chiffres, on sait qu'on a une location qui va s'échelonner de 350 000 francs à 500 000 francs par année, suivant les investissements qui vont être réalisés, ce qui va permettre à Teledol de couvrir aujourd'hui les frais des investissements qu'elle va réaliser sans devoir avoir à remettre la main au porte-monnaie systématiquement dès qu'il y a un mauvais hiver. Il y a quand même eu une mini-polémique qui est sortie dans les pages du quotidien régional suisse sur les employés et les salaires. Quelle est votre réponse à ces questions de salaire et puis finalement de salaire payé au tarif français plutôt qu'au tarif suisse? Alors d'abord, je dément complètement ces accusations. La première chose, c'est de remercier le personnel de Teledol. Aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, ou ce qu'on a essayé de mettre en place, et ça a été une des premières préoccupations de la Sogestar, c'est d'arriver à trouver une uniformité dans les salaires tant suisses que français. Aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est que les salaires de base, je dis bien les salaires de base, pas les salaires de spécialistes, de dameurs, de pisteurs, mais les salaires de base qui sont négociés, sont les mêmes que ceux qu'on avait aujourd'hui à Teledol. Ce n'était pas des hauts salaires, mais jusqu'à aujourd'hui, on avait les mêmes salaires à très, très peu de centimes près à ce qui est proposé. Stéphane Natellini, c'est la première fois que j'entends, lors d'une signature de contrat, un président qui dit avec joie qu'il va signer sa lettre de démission le lendemain. Alors voilà, je crois que c'est peut-être un petit peu surprenant, ça avait été annoncé depuis longtemps. J'avais dit que tant qu'on n'aurait pas validé, verrouillé ces éléments-là, valider ce principe de ski pour le quart de siècle qui va venir, il n'était pas question pour moi de démissionner. C'est fait, donc j'ai le sentiment du devoir accompli, d'avoir une nouvelle équipe, je pense que c'est très bien. Et puis je vais me consacrer à d'autres choses, je ne suis pas quelqu'un qui reste inactif.
Donc je vais me tourner plus sur mon métier, la formation professionnelle, la fédération des entrepreneurs. C'est un petit peu le challenge qui m'attend maintenant. Qu'est-ce qui va se passer sur ce site? Comment vous allez justement cimenter ce domaine? Alors ces 2 premières années, en fait, l'offre va rester identique. On a un projet de développement puisqu'on a une liaison qui va se faire entre les 2 massifs avec un nouveau téléporté. Également la création de nouvelles infrastructures au Pays d'Adol, un parking, un bâtiment d'accueil avec différents services. Et dès lors qu'on aura fait cette nouvelle liaison et ces investissements, on pourra passer sur un nouveau produit qui sera beaucoup plus intéressant pour la clientèle, et d'un point de vue tarif et d'un point de vue offre également. C'est une grande fête qui s'est tenue le week-end dernier pour célébrer la restauration du temple de Nyon. Nous avons rencontré les architectes Nicolas Delachaux et Christophe Amsler. Un reportage réalisé grâce à l'aide d'Yves Jacques qui, lui, n'a pas le vertige. Depuis 7 ans, nous travaillons en fait sur le temple, puisque en 2009, la municipalité a lancé un concours d'architecture pour trouver en fait l'équipe d'architectes qui allait s'occuper de la restauration. Et on a eu la chance, en fait, Christophe Amsler et nous, de pouvoir restaurer en fait ce temple magnifique. Nous avions déjà fait ensemble le château de Nyon et d'autres chantiers. Christophe Amsler a son bureau à Lausanne et nous à Nyon, et on travaille de temps en temps sur des chantiers emblématiques ensemble. Et travailler sur des chantiers dans sa propre ville, ça a une particularité, une saveur supplémentaire? Bon, bien sûr que c'est une saveur supplémentaire, d'autant plus que c'est un bâtiment qu'on connaît depuis notre enfance, donc c'est vrai qu'il y a un côté émotif supplémentaire, mais chacun a son histoire par rapport au bâtiment finalement. Le temple de Nyon a toujours été un tout petit peu situé en dehors de la ville, un peu dans les coulisses de la ville, sur l'arrière, sur la périphérie. Et alors, un des grands axes du projet, ça a été de rattacher au fond le temple à l'activité de la ville. Et pour ce faire, on a transformé les voiries adjacentes, il y avait un contour, des voitures, etc. On a transformé le tout en une grande place de l'église, qui fait le pendant maintenant avec la place du marché. Et donc, par cette place, l'église est de nouveau réintégrée à la vie urbaine, au tissu urbain, à l'activité des gens de Nyon. C'est très agréable de voir que la population apprécie le travail qui a été fait. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'effectivement, comme on disait au début, ce sont des bâtiments qui sont très appropriés, que la population s'approprie. Et alors le moindre changement est quelquefois très bien vécu. Dans le cas particulier, depuis ces deux jours, on a l'impression que la population est très contente, très heureuse. On redécouvre un temple qui n'est pas très différent de celui qui était le leur avant, qui est plus lumineux, plus blanc, plus resplendissant, etc. Donc les échos sont plutôt positifs. C'est réjouissant. En tout cas pour nous, c'est une grande satisfaction. Oui, absolument. On voit le nombre de personnes qui sont venues hier, qui sont venues aujourd'hui, qui posent des questions. Je crois que c'est un plaisir en tout cas d'entendre les visiteurs apprécier les lieux. Alors vous n'êtes pas évidemment municipal de la culture, mais quand on voit ce qui s'est passé hier soir, la présence d'autant de Nyonnais venir écouter de la musique classique, est-ce que ça donne pas envie de l'ouvrir tous les week-ends, tous les mois? Alors oui, bien sûr, c'était aussi un des objectifs dès le départ en fait, du programme de restauration, de bien évidemment valoriser le patrimoine, de valoriser l'aspect cultuel, mais aussi de valoriser l'aspect culturel. D'ailleurs, il y a différentes associations, musique à l'église, etc., qui organisent des concerts, et je pense que dès le moment que les lieux sont à ce point-là appréciés, qu'il y ait des conditions aussi acoustiques qui sont excellentes, eh bien, ça va donner beaucoup d'idées en fait, à organiser plein de concerts, certainement. Puis vous aurez noté qu'il y a un très bel objet nouveau, qui est l'orgue. À l'issue d'un concours international, la manufacture Coirin, qui est un remarquable facteur d'or, nous fait un orgue qui est en tout point, qui va attirer beaucoup de monde. Donc ça sera un petit peu le cœur des futures saisons artistiques, des concerts d'orgue. Donc ça c'est un plus indiscutable. Aujourd'hui, quand on est dans 3 jours de fête au temple pour cette inauguration, vous vous dites c'est bon, on a bien bossé, le travail est bien fait? Oui, en partie, puis on se dit qu'il manque une lampe là, il faudrait peut-être régler ça différemment. Donc évidemment c'est peut-être des petits soucis que personne ne remarque, mais en fait il y a encore une série de petits réglages à faire.
L'an dernier, la ville de Nyon lançait son prix Mérite Citoyen, un prix donc honorifique saluant l'engagement d'un habitant pour sa communauté. Cette année, il a été attribué à Manuel Marquez. Portrait. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait chaud au cœur, un grand plaisir. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'explication. Avoir un prix du mérite de la ville, c'est, je sais pas, il n'y a pas de, j'en suis pas encore conscient. C'est chouette, comme on dit maintenant. C'est chouette, c'est formidable. Vous êtes arrivé à Nyon en 1994. Vous vous souvenez de la première fois où vous êtes arrivé dans cette ville et qu'est-ce que vous vous êtes dit? En 94, c'est pas mon premier jour, j'avais passé déjà avant, mais 94, c'est où j'ai amené toute ma famille. Il y avait mon fils qui était né en 94, donc c'était un pas, dit on va se mettre, on va créer une famille, une fille, un garçon. C'était un commencement de notre vie. Pour s'intégrer, c'est pas compliqué, hein, c'est se faire comme on est, être simple, écouter aussi les gens, savoir écouter, et tout ça, ça fait, ça part tout seul. Voilà, c'est mon, comment on dit, c'est ma philosophie, c'est mon conseil aux gens d'être soi-même et être simple et pas chercher à compliquer la vie plus qu'il est compliqué. Il faut partir là et on a tout. Alors, à travers vous, la ville de Nyon récompense aussi toutes ces communautés étrangères qui sont venues s'établir, qui participent à la vie locale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Suisses? On le sait, en ce moment, il y a des regards difficiles sur les communautés étrangères. Quel est, alors là, votre conseil aux Suisses par rapport aux communautés étrangères? D'accord. Il n'y a pas de conseil à donner. On est tous humains. On a tous voilà, nos hobbies, on a tous des choses à dire. Disons les choses simplement et on garde tous ces préjugés, étrangers ou pas étrangers. On est citoyen de la ville de Nyon et pour moi c'est suffisant. Voilà bientôt 20 ans que l'UEFA a posé ses valises à Nyon, 20 ans et beaucoup de collaboration avec la ville de Nyon. Jean-Paul Turian, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et si l'UEFA est là depuis 20 ans, depuis 1996, vous êtes là depuis 2000 à l'UEFA. Alors, diverses fonctions, dont celle de officiellement conseiller au président de l'UEFA. Oui, si vous permettez, je préfère peut-être partir depuis l'origine. Donc, ce qui s'est passé en l'an 2000, quand je suis entré, le secrétaire général de l'époque, Gerhard Ergner, avait voulu mettre en place une organisation qui corresponde à la taille de l'UEFA, puisque à l'époque, c'était une entreprise multinationale avec une organisation artisanale. Donc, il avait lancé une étude, et dans le cadre de cette étude, il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de la partie service, et il m'a engagé, et j'ai eu la chance de m'engager à l'UEFA. Effectivement, 16 années de bons et loyaux services à l'UEFA. Vous avez aussi participé à la construction, d'une manière ou d'une autre, des deux bâtiments, donc le bâtiment rond et puis le troisième de l'autre côté de la route suisse. Alors, effectivement, donc, le premier bâtiment a été inauguré en 1999. C'est le bâtiment qui est le siège actuel. Et puis, par la suite, au bord du lac, et par la suite, étant donné que les dimensions de l'UEFA avaient considérablement augmenté, j'ai été en charge, comme chef de projet, de construire ces deux nouveaux bâtiments. Tout d'abord, le bâtiment rond. Qui a reçu une distinction architecturale, d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le bâtiment d'origine avait reçu le prix vaudois de l'architecture et le bâtiment rond a également reçu le prix vaudois d'architecture. Bon, c'est de la belle ouvrage, on dira. De la belle ouvrage.
Ces années, donc vous en avez vu des choses, vous avez eu également un rôle, peut-être moins officiel, mais celui aussi de faciliter les rapports entre les autorités locales et puis les autorités, et puis le comité de l'UEFA. Effectivement, dans la charge que j'ai eue dès le départ, c'était d'une part d'aider à la nouvelle organisation et d'autre part de créer un lien avec les autorités cantonales, communales et aussi parfois fédérales. Et puis, c'est d'être aussi le lien avec la population, puisque j'ai eu la chance de faire visiter l'UEFA à de moultes reprises, puisque j'ai eu à peu près, sur ma carrière, environ 40 000 visiteurs à l'UEFA. Alors, un rapprochement entre la ville et l'UEFA qui a abouti notamment à un partenariat quant au stade de Colovren. Oui, bon, dès l'origine, la collaboration avec la ville de Nyon a été parfaite. La commune de Nyon a beaucoup facilité l'intégration de l'UEFA à Nyon, de l'introduction de l'UEFA à Nyon. Et c'est d'ailleurs pour remercier les autorités et la commune qu'a été créé le fonds, la Fondation pour le sport de l'UEFA. Et puis, c'est vrai que les facilités, après, se sont encore développées. Et à un moment donné, Michel Platini me disait, mais dans le fond, c'est magnifique, belle administration, ça fonctionne bien, mais il est où le foot ? Et c'est de là qu'est née l'idée de se rapprocher des autorités pour leur dire « et si on gérait Colovren de manière à ce qu'on ait du foot à l'UEFA et que l'UEFA apporte sa contribution ». Alors, et justement, Michel Platini est allé encore plus loin dans son souhait, c'est-à-dire qu'il souhaitait faire une maison du football avec un centre de congrès, un hôtel. C'est quelque chose qui est en discussion. Michel Platini est parti. Est-ce que ce projet a encore une chance d'aboutir un jour ? Alors, bon, Michel Platini, c'est un bâtisseur, donc c'est grâce à lui qu'on a construit le bâtiment rond, qu'on a construit le bâtiment carré pour les technologies, c'est grâce à lui qu'on a pu faire un tunnel qui relie le tout, etc., etc. Ça reste un bâtisseur, et dans son idée, l'idée c'était d'avoir un hôtel à Nyon, un hôtel de grande dimension parce que malheureusement, ça manque dans les équipements nyonnais. Absolument. Donc l'idée, c'était de faire un hôtel de 80 places et puis d'avoir un centre de congrès parce qu'il nous manque aussi à Nyon cette possibilité pour de multiples personnes. L'objectif n'était pas d'avoir quelque chose exclusivement UEFA, mais à disposition de la population. La communauté aussi. Et alors, lui, c'était le sponsor. Ça a été le sponsor de la construction des différents bâtiments. C'était au départ le sponsor pour ce projet. Ce projet, nous l'avons lancé. Nous avons demandé nous avons fait un concours d'architecture, 4 dossiers, 4 maquettes qui existent. Malheureusement, je ne suis plus à l'UEFA et je ne peux pas répondre qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Très bien. On a quand même l'impression de l'extérieur que si Michel Platini, francophone, était très bien intégré dans cette région où il vit, ce ne sera pas nécessairement le cas avec le nouveau président Alexander Seferin. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque où je suis entré à l'UEFA, nous avions à l'époque un président qui était un président représentatif. En cette année de durée, je ne l'ai jamais vu dans mon bureau. Au moment où Michel Platini est arrivé comme président, qui est un président exécutif, tous les matins au bureau, il était tous les jours dans mon bureau. Aujourd'hui, mon impression est que nous avons de nouveau un président représentatif. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, je n'y suis plus. Un petit mot sur Michel Platini. Vous avez tissé des liens d'amitié, on peut le dire. Tout à fait. Son départ, ça a été terrible. Enfin, tout ce qui s'est passé avant son départ, d'ailleurs. C'est-à-dire que Michel Platini, il faut le connaître, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui, d'abord, est très fidèle en amitié. C'est quelqu'un qui est totalement intègre. C'est quelqu'un qui est proche des gens. C'est quelqu'un qui a toujours aidé ceux qui ont des problèmes. C'est quelqu'un qui connaissait tout le monde par son prénom et qui a énormément fait pour le football. Il ne faut pas oublier que quand il est arrivé, nous avions un certain nombre de problèmes. On avait notamment un problème avec le G14, des grands clubs qui souhaitaient faire leur championnat entre eux. Alors on a effectivement l'impression que depuis qu'il est parti, Michel Platini, ces mêmes problèmes reviennent et puis que son héritage est en train d'être détricoté. Alors, j'y suis plus pour le dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mais je peux dire ce qu'il a fait. Le G14, il a réussi à trouver une solution pour intégrer les grands clubs dans les organisations, dans les instances de l'UEFA. Et ce que j'ai vu était unique, c'est que quand il a annoncé ça au comité exécutif, il a eu droit à un standing ovation. Maintenant, il a fait encore beaucoup d'autres choses qui étaient extraordinaires. C'est que quand le fameux arrêt Bosman,
qui a fait qu'il y avait liberté de circulation des personnes, donc les clubs pouvaient du jour au lendemain engager autant de joueurs étrangers qu'ils voulaient, c'est lui qui a eu l'idée d'obliger les clubs à avoir à disposition des joueurs formés dans le club. Donc il a commencé avec 4, puis 5, puis 6, puis 7. Et aujourd'hui, si vous voyez un match de l'UEFA officiel, vous savez qu'il y a 8 joueurs sur le terrain ou sur le banc qui sont formés par Michel Platini. Ça, c'est la patte Michel... Ça, c'est la patte Michel Platini. Alors, je ne veux pas vous demander de nous raconter comment Michel Platini a vécu ceci. Juste une question encore. Est-ce que votre départ est dépendant du départ de Michel Platini ? Ça, je ne peux pas répondre parce qu'en fait, je dirais probablement oui, mais je pense qu'il faut aussi dire que mon départ, il est aussi lié à mon âge. J'avais déjà dépassé l'âge de la retraite de 7 ans. Je pense que j'avais fait mon temps et que c'était relativement logique que je me retire à un moment donné. Très bien, Jean-Paul Turian, vous êtes donc retraité, on l'a compris, mais un retraité actif et sportif. Vous êtes toujours président du club de tennis de Nyon. Et puis vous me disiez tout à l'heure avant l'émission, il faut qu'on se dépêche parce que j'ai entraînement. Oui. Alors oui, j'ai entraînement. Bon, c'est vrai que je suis président du club de Nyon et je suis très fier parce que nous sommes le club numéro 1 de Suisse en ayant 6 équipes en Ligue nationale A. Donc ça, je suis très heureux. C'est le fruit du travail de toute l'équipe du comité. Et puis c'est vrai que je reste actif puisque je pars pour Toulouse à la fin de semaine pour jouer un tournoi ITF. Donc c'est les internationaux seniors. J'ai eu la chance et l'émotion, petite larme à l'œil, de faire partie de l'équipe suisse au championnat du monde. Donc oui, c'est vrai, je reste actif et oui, j'aime la compétition. Parfait. Jean-Paul Turian, merci d'être venu. À très bientôt, j'espère. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce journal hebdomadaire. Il faut vous rappeler que cette semaine, ce week-end, c'est le Téléthon. Nous avons d'ailleurs la mascotte avec nous. Elle s'appelle Justine. Allez, donnez un petit peu d'argent à toutes les actions du Téléthon. L'occasion aussi de vous rappeler que les marchés Noël ont lieu un petit peu partout dans les villages du district de Nyon ce week-end et le week-end prochain et les week-ends jusqu'à Noël. On se quitte d'ailleurs avec les images du marché de Noël de Saint-Cergue qui s'est tenu le week-end dernier. Bonne semaine à tous.